Monsieur Ivangolo, Maïna, je pense qu'on n'a pas besoin de vous présenter. Vous êtes tellement connu sur les réseaux sociaux à travers ce que vous faites en militantisme sur les patriotes de la diaspora en France et surtout encore Monsieur Abel sur Facebook où tu attires beaucoup et tu aspires beaucoup et tu et réagis beaucoup. Moi, je suis très content de vous avoir sur Tchadanthropus Web Vision, la nouvelle appellation qu'on a donnée un peu au site. Ça vient en support sur le site. J'aimerais un peu savoir aujourd'hui, ça fait depuis quelque temps, vous êtes autant actif. Et effectivement, ce que vous défendez, c'est des raisons assez fondamentales, la démocratie pour le pays, etc. Qu'est-ce qui vous anime? La question à l'un et à l'autre. Qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous êtes en France, à 5000 pieds du pays, mais avec ça, vous continuez toujours, et Dieu seul sait, avec les moyens les plus difficiles. Qu'est-ce qui vous anime? Bon, merci beaucoup à Tchadanthropus, merci beaucoup Mamat. C'est vrai que nous ne nous sommes pas vus depuis les derniers événements que vous avez connus. Publiquement, on voudrait vous dire merci, et puis vous avez tous nos encouragements et surtout félicitations pour ce que vous avez pu endurer, dont les réalités ne sont pas ce que les gens pensent. Donc, vous avez été celui qui a partagé, qui a connu cette douleur, cette injustice, mais nous, au fond, nous avons partagé votre douleur par rapport à votre absence et autres. Merci de nous avoir invités. Effectivement, nous sommes que des petites personnes connues que dans la blogosphère tchadienne, où depuis un certain temps, nous nous sommes dit notre combat c'est pour le Tchad, parce que le Tchad a besoin de nous, et si on doit combattre pour le Tchad. Ce qui nous motive, c'est que nous avons un pays, un territoire, qui fait 1 284 000 km² pour plus de 193 ethnies, et que notre pays, nous avons grandi dans l'injustice, les abus de pouvoir détenus par les pouvoirs qui se sont succédés au Tchad depuis 1958 avant les indépendances, 2 ans avant les indépendances, jusqu'aujourd'hui. Donc ça a été toujours ça. Nous avons dit, nos parents ont essayé de se battre comme ils peuvent. Nous allons continuer également le combat. C'est pas parce que nous sommes loin que nous n'allons pas combattre. Très bien. Monsieur Abakara Silek, vous êtes un des coordonnateurs des patriotes de la diaspora qui milite. Aujourd'hui, vous avez été, d'ailleurs, c'est ce qu'on voit un peu, place de la République, en solidarité avec les opposants de l'intérieur, les Tchadiens de l'intérieur qui marchent, qui ne veulent pas approuver l'intronisation, ce que vous dites, c'est-à-dire l'investiture du président Idriss Déby à N'Djamena. Et vous êtes allé battre le pavé vous-même. Quand on vous voit parler, vous parlez avec autant d'énergie, autant de détermination. Qu'est-ce qui fait que vous vous levez contre ce régime? Merci, Monsieur Amada Silek. Merci pour Tchadanthropus. Comme venait de le dire, moi je reviens sur la première question. Votre arrestation, nous avons tout le monde a constaté qu'il y avait un vide. Et comme disait votre page de garde, ce n'est même pas la prison qui va faire éteindre Tchadanthropus. Et vous l'avez prouvé, dans votre lieu de détention, vous avez continué à animer. Nous avons réussi à avoir beaucoup de soutien.
des Tchadiens par rapport à votre arrestation. Merci de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. Vous nous avez demandé qu'est-ce que nous anime. C'est d'abord un devoir. Un devoir parce que de là où nous sommes, beaucoup de Tchadiens qui n'ont aucun lien avec la France se soignent gratuitement. Ils sont pris en charge par la France. Et nous nous sommes posé la question, pourquoi pas chez nous? Ce n'est pas parce qu'on est à 5000 pieds que nous allons oublier que nous avons des parents au village qui n'ont même pas de l'eau potable. Il faut même dire, à l'intérieur de la ville de N'Djamena, il n'y a pas de l'eau potable. Et au-delà de tout ça, il y a une injustice criarde. Ce qui fait que nous ne pouvons pas dormir. Et nous pensons que de là où nous sommes, nous devons dénoncer. Nous devons dénoncer ce qui se passe à l'intérieur du pays. Et c'est pourquoi nous sommes là. Et revenant sur la question d'aujourd'hui, certainement nous avons fait appel au nom des patriotes de la diaspora. Et beaucoup de personnes sont venues. Certains qui sont venus de la Norvège, d'autres sont venus de Bruxelles, de l'intérieur de la France. Nous avons vu la présence des hommes politiques, des activistes politiques, des Africains, même des Européens qui ont pris des paroles. Justement, nous voulons, comme vous l'avez dit, pour protester cette intronisation, protester ces hold-up et en même temps essayer de synchroniser avec l'intérieur qu'ils ne sont pas seuls dans ce combat-là. Très bien. Connaissant les moyens de la lutte, c'est la question, vous pouvez vous compléter après. Connaissant les moyens de la lutte, c'est très bien que c'est pas facile de pouvoir sensibiliser d'abord tout le monde. Et quand il faut sensibiliser tout le monde, déjà on se heurte à ceux qui sont d'accord, ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui sont manipulés par les renseignements de l'ANS qui font tout pour casser la dynamique que vous faites, etc. Et ensuite, vient s'y compléter la logistique. Or, tout le monde sait, déjà quand on travaille en France, on sait exactement ce qu'on touche et ce qu'on gagne. Avec quels moyens vous arrivez à mobiliser les banderoles, les drapeaux, le transport de certains compatriotes, par exemple, qui ne peuvent pas se déplacer, mais comme vous voulez sensibiliser les uns et les autres, vous mettez la main dans la poche. D'où viennent tous ces moyens? Bon, monsieur Mamad Assilek, nous d'abord, nous avons la volonté et la justice de voir que les choses puissent changer dans notre pays. Donc ça c'est le plus gros moyen qu'il faut pour tout acteur, pour toute personne qui voudrait entreprendre un chantier ou une action. Donc c'est d'abord avoir la volonté et la soif de pouvoir faire le combat. La seconde chose, c'est que c'est vrai que beaucoup de personnes se demandent comment est-ce que nous faisons et autres. Nous, déjà avec ce que nous avons comme volonté, nous ne voyons pas autre chose. Nous nous battons avec les peu de moyens que nous avons. Par exemple, mon cas cette année, je me suis dit 2016 c'est une année des élections, j'ai démissionné de mon boulot pour me consacrer uniquement à la lutte. Donc cela a fait que, bon, étant donné quand on est dans un pays comme la France, c'est un peu compliqué, mais cela, quand on a travaillé un certain temps, ça nous permet au moins de subvenir aux besoins nécessaires. À Dakar, c'est la même chose, parce que ce que nous faisons, le temps que nous passons sur les réseaux sociaux, le temps que nous passons pour écrire des choses, toutes ces choses-là, c'est la volonté. Nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas de financement, nous n'avons rien du tout, mais nous avons la volonté et cette détermination. Et le peu de moyens que nous avons, nous le mettons à disposition parce que nous savons que nous, au moins, on a une maison où dormir, on a de quoi faire par rapport aux gens qui sont au pays, qui attendent, qui n'ont même pas le petit minimum vital, ils n'ont même pas, des familles de 5-6 personnes n'ont même pas 1 euro par jour pour vivre. Je vais le compléter. C'est vrai qu'il vient de le dire, nous avons la plus importante des richesses qui est la ressource humaine. Nous avons la volonté, nous avons la détermination, mais la volonté seule ne suffit pas, comme on le dit. Les moyens, certainement. Pour mener une lutte, il faut avoir des moyens. Et ce que le frère Iba a oublié, ce qu'on fait de cotisation, ce que vous ne savez pas, M. Amata Silek. Et c'est trop difficile pour nous. Là, je vais vous donner un exemple. Nous avons eu une invitation pour aller au Forum social mondial au Canada. Malheureusement, on n'avait pas de moyens pour faire ce voyage. Ça aurait été que si nous avons des moyens,
c'est une rencontre, c'est un forum qui fera le jour presque 120 000 personnes. Donc, c'est énorme. Donc, pour vous dire, même à l'intérieur de la France, quand nous faisons le déplacement en Europe, c'est avec nos moyens propres. Et vous savez, comme il vous a dit, en France, il n'y a pas que nous. Il y a des difficultés. Parfois, les gens travaillent. Parfois, les gens ne travaillent pas. Mais le plus important pour nous, c'est de maintenir le cap. Et nous avons compris en créant les patriotes de la diaspora. Nous avons réussi à mettre les bâtons dans le roue de la diaspora MPS. Parce que cette diaspora se permettait avant d'aller accueillir Déby et parler au nom de tous ceux qui sont en France. Aujourd'hui, par la détermination, par la volonté, par nos maigres ressources, nous avons réussi. Quand on parle de la diaspora aujourd'hui en France, on ne parle que des opposants d'Idriss Déby. Oui, quand il parle de la diaspora tchadienne de France, moi je voudrais dire une chose. Nous, au sein de l'organisation Patriote de la diaspora, nous travaillons avec 0 francs. Mais nous tenons depuis 3 ans, 4 ans, la chandelle en organisant des manifestations et autres. Contrairement à la diaspora tchadienne de France, qui est une organisation qui est sacrée, qui a de l'argent. Quand le président vient, ils ont suffisamment de l'argent et autres. Moi, j'étais dans le bureau de la diaspora. Je sais qu'il y a beaucoup d'argent. J'étais même trésorier de la diaspora tchadienne de France. Il y a beaucoup d'argent, plus de 5 000, 10 000 quand le président vient, 30 000. Aujourd'hui, même au bureau de l'ambassadeur, donne plus de 50 000 euros pour la diaspora. Mais étant donné qu'ils ne sont pas motivés par la volonté de pouvoir faire le changement, la volonté d'apporter du réel changement, mais ça ne marche pas. Cette diaspora ne marche pas. Les 30 000, 40 000, quand même, c'est de l'argent. Quand Idriss Déby arrive en France, il donne 30 000, 40 000, 50 000 à une diaspora. Le but, c'est quoi? Parce que normalement, dans les États qui se respectent, quand un chef d'État quand même donne une enveloppe, c'est vraiment orienté, c'est destiné. Mais 50 000, à chaque fois qu'il arrive, 50 000, 30 000, ça sert à quoi? À pervertir simplement les mœurs ou ça permet quoi? Mais pervertir les mœurs et remercier et mobiliser des gens à chaque fois qu'il vient, que les gens partent l'accueillir à l'aéroport, voilà, c'est ce qu'il veut faire. Il veut être le comprendre qu'il est aimé, qu'il est... Voilà. Et moi, à chaque fois, quand ils l'ont dit, j'ai même une fois dit, quand ils ont dit que c'est le don du président de la République, j'ai dit, mais où est-ce que le président, étant trésorier, mais j'ai dit, où est-ce que le président peut avoir de l'argent pour donner du don? Parce que Hollande part tout le temps en voyage, par exemple, mais Hollande ne peut jamais donner de l'enveloppe parce qu'il faut justifier. Mais voilà, il ne peut pas donner. Mais Déby, quand il vient, il donne. D'où vient cet argent que Déby donne? Et pour quel but? Voilà, c'est pour pervertir. Oui, bon, pour le compléter, moi je pense que d'abord, le plateforme ici en France, il est très important. Et toute voix qui sort contre le régime cherche à acheter les consciences. Le régime cherche à avoir, excusez le terme, des griots qui vont chanter le louange de Déby, que tout va bien. Et nous avons vu l'exemple l'année dernière où ils ont loué le service des Maliens. Et que je me rappelle avec mon frère Abel, on était parti au Trocadéro, nous avons dit à ces Maliens-là, vous n'allez pas parler au nom du Tchad. Donc pour vous dire, c'est des gens qui tapent souvent au-dessus du ventre. Donc, il n'y a pas de règles, ils n'ont pas de limites. Donc, on donne cet argent justement pour essayer de faire le culte des personnalités de Déby, essayer de faire biaiser les choses. C'est comme si tout va bien au Tchad. Et bien, c'est comme ça que beaucoup des hommes des médias, beaucoup de barbouzes, permettez le terme, fonctionnent, amènent des rapports erronés, biaisés, pour faire croire que tout va bien au Tchad, alors que nous savons tous que c'est le contraire qui se passe au pays. Okay. Je voudrais un peu qu'on revienne sur les élections passées. J'ai eu la malchance de me retrouver entre les barreaux, mais bon, vous étiez quand même des acteurs assez regardants. Est-ce que, sans passion, est-ce qu'il les a gagnés ces élections? Dire que Déby a gagné ces élections, c'est vraiment insulter Déby lui-même. Parce que Déby pourrait tout gagner, sauf ces élections-là. Parce que pour une fois, le peuple tchadien a eu la possibilité, la chance de pouvoir sanctionner Idriss Déby.
Et ces élections, aujourd'hui, le peuple tchadien n'a pas sanctionné ces élections parce que les opposants étaient meilleurs. Non. C'est tout simplement parce que c'était un vote de rejet au MPS. Les Tchadiens sont sortis massivement pour dire non parce qu'ils en avaient marre. Et plusieurs raisons ont suivi, qui ont aidé à ce que le peuple tchadien puisse prendre cette décision. D'abord, un vote de rejet par rapport au régime, c'est-à-dire Idriss Déby, mais ce n'est pas parce que la population aimait l'opposition. Qu'est-ce qu'on reproche à l'opposition? Qu'est-ce qu'on reproche à l'opposition? C'est aussi se dire qu'est-ce qu'on peut aimer en cette opposition. Moi, j'ai eu une position trash avec cette opposition. Parce qu'aujourd'hui, on parle du système au Tchad. Et ce système, pour moi, comme d'autres ne partagent pas, je dis, pour moi, le système, l'opposition même fait partie de ce système qu'il faut combattre. Mais aujourd'hui, cette élection, bon, on dit entre le diable et le démon, on choisit le moindre mal, qui est peut-être le démon. Mais le diable, c'est le père de tous les démons. Donc aujourd'hui, c'est pourquoi le peuple tchadien a préféré prendre ces petits démons que d'avoir affaire à ce diable qui est le père au-dessus de tout, qui est Idriss Déby. Qui est le diable? Idriss Déby? Idriss Déby, il est le diable. Le démon, c'est... Les démons, maintenant, c'est les petits, ses opposants qui, durant ces 26 ans, ont traficoté, ont collaboré avec Idriss Déby, tous sans exception. C'est discutable. C'est discutable. Moi, d'abord, je pense que je comprends mon frère Abel. C'est un peu de la colère. Et parfois, c'est une façon de faire la pression pour que, comme on dit à un enfant, fais ça, on le coince, il fait plus. Et je pense que c'est... Sans vous prendre la parole, parce que je vais vous laisser compléter. Mais non, à Abel, je voudrais dire, quand il parle l'opposition dans sa généralité, dehors, dedans, ou simplement l'opposition démocratique qui est dedans, à l'intérieur du Tchad, à côté de Déby qui, des fois, collabore avec lui ou ne collabore pas avec lui. Ou vous parlez des opposants en général? Non, si on parle de l'opposition en tant que telle, c'est l'opposition à l'intérieur, parce que l'opposition à l'extérieur, c'est vraiment... Qui participe aux élections. Oui. Pardon. Très bien. Bon, moi je pense que, si vous permettez, moi je reviens un peu en arrière. Vous avez dit Idriss Déby a gagné. Moi j'aimerais franchement rigoler un peu, parce que d'abord je vais vous dire que Déby n'a jamais gagné les élections. Moi je me rappelle, en 96, j'étais encore... Sauf les élections où l'opposition était absente. J'étais encore en N'Djamena, militant de RDP en 96. De passage, j'ai salué la mémoire de Bichara Digui, qui fit un grand, c'est un opérateur économique, c'est un grand militant de RDP à qui je rends hommage. Et c'est des personnes qu'on ne peut pas oublier. Et même dans l'oubli, c'est un crime. Monsieur Bichara Digui a tant donné, et moi j'étais très jeune, mais je suis témoin vivant. Aujourd'hui, nous allons, même pour Bichara Digui, nous ne pouvons pas laisser ces gens-là. Ils ont donné leur vie, nous allons continuer le flambeau. Revenons sur Bichara Digui, en 96, Déby, même, c'est-à-dire que la différence était qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, les Facebook, ont aidé à ce que les choses sont mises à nu. Mais en 96, les Américains, l'information que nous avons eue... On parle toujours de gagner ou ne pas gagner. Exactement, exactement. En 96, si je me rappelle, hein, si j'ai bonne mémoire, Adran Moussa était à la mairie d'N'Djamena et ils ont fait le déploiement de vote. Les Américains, c'est ce qu'on nous a dit dans notre bureau, ont capté les communications radio qui venaient des provinces et que Déby était 5e, pour vous dire, à cette époque. Donc, nous pensons qu'aujourd'hui, il y a une prise de conscience. Les gens ont compris, parce que là, ce qu'il dit tout à l'heure, moi je ne dirais pas diable, démon, mais je pense que les gens ont choisi le moindre mal. Et moi, je ne vais pas être trop sévère avec l'opposition, parce que quand on vit avec un renard dans le poulailler, c'est très dur en étant un prisonnier de ce régime. Les gens, ils règnent avec un bras de fer et ils n'ont pas de limite. Quand je dis ils, c'est Déby, son système n'ont pas de limite. Et pour vous dire,
je pense que le frère Iba doit penser que l'opposition à l'intérieur, certainement, parfois les choses sont un peu floues, mais ils n'ont pas les moyens. Au moment où Idriss Déby utilise le moyen de l'État, Idriss Déby utilise l'avion, les hélicoptères de l'armée. Idriss Déby se pointe sur le personnel de l'État. Même les chefs traditionnels, notables, ils sont mis à participation. Avec tout cet arsenal, avec tous ces atouts, le peuple a choisi l'opposition. Et comme vous l'avez dit, c'était une sanction contre Déby. Parce qu'en face, il préférait l'opposition que Déby. Donc, nous avons vu, le monde entier a vu, devant la présidence, si vous permettez, M. Madassile, devant la présidence, nous avons vu Saleh Kebsabo a harangué des milliers de jeunes. Nous avons vu Mamadou Abou à Béché haranguer des milliers de personnes. Mais on se pose la question, qui sont ces gens qui sont partis voter pour Déby? Oui, pour répondre tout simplement. Je cherche aussi à comprendre. On comprend bien aujourd'hui, les contestations sont telles qu'on veut démontrer que Déby n'a pas gagné. Mais au-delà de nous, c'est que en politique, il faut avoir les moyens de son fonctionnement. Les partenaires, je vais dire. Aujourd'hui, il y a la France, les États-Unis, l'Union européenne, l'Union africaine, qui sont tous regardants. Et tout ce monde-là, comment ça se fait qu'ils ne réagissent pas pour dire non, monsieur, vous avez volé et on n'est pas d'accord avec vous. Et il n'y a que vous, patriotes diaspora, vous autres activistes, vous battez le pavé. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez comme preuve pour démontrer aujourd'hui que ce bonhomme-là a volé les élections? Bon, déjà il faut se dire, si Idriss Déby avait gagné les élections, avait-il besoin de déployer tout cet arsenal militaire pour intimider les gens? Idriss Déby n'a gagné dans aucun fief en dehors de son village, peut-être Amdiaras, où même les militaires ont été arrêtés parce qu'ils ont voté contre lui. Donc ça veut dire que Idriss Déby n'a gagné nulle part. De deux, N'Djamena a été divisé parmi tous les opposants. Il y a Dadnadji qui a gagné dans le 9e arrondissement, Kebzabo qui a gagné dans le 7e, Alado qui a gagné vers... voilà, selon les fiefs et autres. Donc Idriss Déby en tant que tel n'a gagné nulle part. Aujourd'hui, les résultats que nous avons eus, le Moyen Kébi, qui est la région la plus peuplée en dehors de N'Djamena, qui est la capitale, Idriss Déby l'a perdu et c'est son représentant local qui l'a dit. Et nous avons ces enregistrements et autres. Il y a le logo. Donc Idriss Déby n'a gagné nulle part. De deux, ce qui nous pousse aussi à dire que Idriss Déby n'a pas gagné. Si Idriss Déby a effectivement gagné, il n'avait pas de raison de couper tous les réseaux sociaux. Il n'avait pas de raison de couper même les communications téléphoniques. De déployer les militaires dans la ville. Oui, le fait de déployer les militaires dans la rue, ça veut dire qu'il utilise la peur, l'intimidation pour donner ce résultat. Donc Idriss Déby n'a pas gagné ces élections. Et il ne l'a pas gagné. S'il l'a gagné, ben, il peut toujours la gagner. Il ne se mettrait pas sur la défensive en mettant les militaires dehors, tirer. Ça a fait même des victimes. Des victimes. Il y a une petite fille qui a été tuée. Et puis voilà, donc Idriss Déby n'a pas gagné. Le peuple tchadien a décidé cette année de sanctionner Idriss Déby de ses 26 ans d'affre, 26 ans de dictature et autres, et ils l'ont fait. Malheureusement, Idriss Déby, qui ne connaît que le langage de violence, il a déployé les canons, il a déployé les chars combat partout, et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui également à N'Djamena. Les images ne mentent pas. Les images ne mentent pas. Moi, je reviens là-dessus. Nous avons vu des images à N'Djamena, nous avons vu des images à l'intérieur du pays, que Idriss Déby n'est pas aimé par le Tchadien. Revenons sur le juge est parti. Idriss Déby, d'abord dans le dispositif, c'est-à-dire que même pour ceux qui le valident comme président, il a essayé de torpiller sur la constitution même de la CENI, sur le fait même que l'opposition a demandé le kit biométrique, ça n'a pas été effectif. Et vous avez déjà publié dans Tropus les magouilles qui ont été faites. Donc pour vous dire, Déby savait qu'il n'allait pas gagner et il a anticipé les résultats. S'il a gagné, je pense que, comme je vous dis, les images ne mentent pas. Nous avons vu TV5 qui était parti à N'Djamena, dans un quartier de la capitale. Il y a eu tiraillement.
où ils ont dénoncé le fait qu'il a manqué de bulletins à 11 heures. Et nous avons aussi vu le résultat qui ont été donnés, c'était par des membres imminents des MPS. Le président de la CENI, on l'a vu quand il était venu, je pense que tout le monde a vu la vidéo, c'est quelqu'un qui a été sous pression, on voyait. Qui a démissionné. Et il a démissionné et on ne voulait pas. Le vice-président qui est parti, il n'était pas dans la salle. Et dans la salle, il y avait qui? Il y avait Mama Choukou, qui est membre éminent du MPS. Il y avait Mariam Tahir. Il y avait le président d'une association qui est superviseur, un certain Charvaddin. Je venais de le dire. Donc, pour vous dire, tout a été fait, tout a été fomenté. Le résultat, c'était un hold-up électoral. Déby n'a jamais gagné une élection au Tchad, et même celle-ci, si jamais il a gagné, M. Mamada Silek, nous avons vu ceux qui ont gagné en Turquie. Rajab Tayyip n'a pas gagné à 61%, il a gagné avec 50 quelques, mais quand même les 50 quelques sont sortis défendre son pouvoir. Pourquoi Déby ne laisse pas les gens qui ont voté pour lui sortir et le défendre? Et les défendre. Ce que moi je ne comprends pas, c'est ça. Aujourd'hui, tout le monde conteste l'opposition de l'intérieur à ces résultats, à ces chiffres qui sont à ses yeux officiels, même s'ils restent officieux. Le régime a publié son chiffre que tout le monde conteste en disant qu'il... Mais à côté, j'ai dit, il y a des partenaires, l'Union européenne qui regardent, l'Union africaine, la France, les États-Unis, etc. Pourquoi tout ce monde-là ne peut pas se lever pour dire à Idriss Déby, Monsieur Déby, ces élections-là, vous ne les avez pas gagnées, il n'y a que vous qui les contestez, monsieur. Quels sont les critères? Très bien. Monsieur Amada Silek, vous parlez de la France et des États-Unis. D'abord, nous savons tous que depuis 2005-6, Idriss Déby était légitime à la tête du Tchad parce qu'il a modifié la constitution. Maintenant, il est président à vie. Et je pense que des présidents dans ce pays de la France-là, ils ont même parlé du Tchad. C'est comme si la démocratie était un luxe chez nous au Tchad. Nous avons évoqué tout à l'heure la raison d'État. La raison d'État a fait prévaloir et prévaut encore au Tchad. C'est-à-dire, ils ont sacrifié le peuple tchadien. Ils gardent Déby parce que Déby est en train de les aider dans la lutte contre le terrorisme. Là, il ne faut pas l'ignorer. Maintenant, c'est au peuple tchadien d'arracher son pouvoir. Nous ne pouvons pas nous contenter tout le temps à pleurnicher et à attendre de la France de lâcher Déby. Nous savons tout ce qui vient du Tchad est biaisé. Les rapports sont biaisés. Tous les indicateurs sont au rouge. L'IDH du Tchad est au rouge. Vous voyez? Donc, pour vous dire, il n'y a pas une raison que la population vote pour Déby. Il n'y en a pas. Très bien. On va essayer de passer le problème des élections, etc. et axer un peu les questions sur la bonne gouvernance. Aujourd'hui, on ne paye pas les salaires des fonctionnaires à terme échu. Donc il y a beaucoup de grèves, l'UST en grève, telle entité en grève, etc. Or, le Tchad a généré, sur ces 5 dernières années, ou même dire 6 ou 7 dernières années, autant de richesses et autant de manne grâce au pétrole. Qu'est-ce qui fait qu'un pays comme le Rwanda, qui déjà dans les années 94 a connu un génocide, donc un problème psychologique, un problème sociétal, un problème économique, un problème politique, aujourd'hui dépasse le Tchad, qui lui depuis 90 est en démocratie entre guillemets, et les Tchadiens aujourd'hui voient que les salaires ne sont pas payés, le pays va mal, etc. Qu'est-ce que vous dites de ça? Déjà, peut-être que le Rwanda est une république avec des hommes qui ont à l'esprit de pouvoir travailler pour leur pays et développer le pays. Contrairement au Tchad, où nous n'avons pas de membres du gouvernement, mais nous avons une bande de pilleurs, de voleurs. Et je pèse bien mes mots. Parce qu'au Tchad, quand on nomme un ministre ou un premier ministre, il sait qu'il n'en a pas pour longtemps avec Idriss Déby, parce qu'il change d'humeur comme il veut, il va faire partir la personne. Donc la personne dit, bon, peut-être que je vais partir, je vais voler, je vais préparer ma retraite. Il prend un instituteur
qui gagne 120 000, il fait de lui ministre sans pour autant procéder au truc de manière normale. L'instituteur se retrouve avec... Voilà, graver les échelons. L'instituteur se retrouve, je ne vais pas citer leur nom, mais on en a vu beaucoup. L'instituteur se retrouve avec un salaire de 2 millions, sans compter les autres avantages. Et donc, il sait qu'après, si Idriss Déby le lâche, il va devenir. Donc, aujourd'hui, la richesse du Tchad, le Tchad aujourd'hui, l'économie du Tchad repose à 70% sur les revenus du pétrole. Le pétrole a été une manne. Malheureusement, ce n'était pas une manne pour le pays, mais une manne pour les voleurs, pour le clan. Donc, on en a vu, quand Idriss Déby, il nomme comme il veut sa fille à la tête de la raffinerie, sa nièce plutôt, à la raffinerie, son cousin sur toutes les autres institutions. On a vu, par exemple, la douane qui, normalement, il n'y a pas longtemps, faisait 40% des revenus du Tchad avant l'exploitation du pétrole, même si cela a baissé jusqu'à 25%. On a vu comment Idriss Déby a mis son frère à la tête et autres. Ça, tout le monde le sait. Il nomme les siens. Il n'y a pas que les Tchadiens qui le relèvent. À l'international, dernièrement, la Voix de l'Amérique faisait un reportage. Ils l'ont relevé. Mais ce que moi, je voudrais dire, est-ce qu'on peut accuser la seule personne d'Idriss Déby pour dire que non, c'est parce que c'est lui, on vole. Il n'y a pas que sa famille qui vole. Il responsabilise des Tchadiens. Et ces Tchadiens-là, aujourd'hui, s'ils volent, est-ce que c'est avec l'aval d'Idriss Déby? Oui, mais pourquoi avant que Abakar, Abakar va venir sur la question. Idriss Déby est le patron. On a vu aujourd'hui l'actuel secrétaire général du MPS, avec qui moi j'ai travaillé au ministère de l'administration de territoire, Zenbada. Zenbada, on a vu Zenbada d'abord détourner quand il était au ministère de l'administration du territoire, ministère de la décentralisation, je crois, un truc comme ça. Zenbada avait détourné plus de 3 milliards, dont le dossier était à l'Assemblée nationale. Le dossier a disparu. Après, Zenbada est parti détourner encore d'autres argent. On a vu Zenbada traîner sur une civière pour être conduit au niveau du palais de justice. Zenbada qui devrait connaître la prison, être condamné pour tout ce qu'il a détourné. Mais Idriss Déby sait très bien ça. Il a encore ramené Zenbada, il a responsabilisé Zenbada plus tard. On connaît l'histoire de Haroun Kabadig, les clés USB avec les prix et autres. Est-ce que Idriss Déby n'est pas au courant de ça? Si Idriss Déby est quelqu'un qui aime le Tchad et veut donner des exemples, c'est-à-dire il suffit qu'il arrête juste une seule personne, le foute en prison, et donne des bons exemples par rapport à ça. Son petit frère qui a détourné de l'argent. Idriss Déby, ça veut dire que Idriss Déby s'entoure de voleurs. Et puisque le père de la famille ne prend pas de mesures appropriées, mais les enfants se disent, bon, on fait ce qu'on veut. Donc, si aujourd'hui les autres détournent, volent et autres, c'est parce que Idriss Déby cautionne. Et il ne fait que nommer des voleurs. On a vu des voleurs revenir plusieurs fois. Quand tu voles, pour te remercier, on fait ça. L'histoire du porte-parole du MPS, Padare, et l'actuel ministre de la Sécurité qui crie sur tout le monde. On a vu cette vidéo et cet enregistrement de détournement de véhicules. Au lieu d'envoyer Ahmad Bachir aujourd'hui qui menace les gens, qui tue des gens, au lieu d'envoyer Ahmad Bachir en prison, Idriss Déby a plutôt nommé Ahmad Bachir alors que la preuve était là et Padare était envoyé en prison. Moi, je peux intervenir. Moi, je pense que d'abord, il faut aller dans les profondeurs des choses. Ça, c'est la forme, les différentes personnes. Ça, moi, je peux dire ça, c'est le voleur des oignons et des sacs. Quand on dit gouverner, c'est prévoir. Et je pense que Déby, quand il a cherché le pouvoir, il doit avoir au moins un ministère de planification. D'abord, il faut voir dans le contexte d'économie, en parlant d'économie, le Tchad, avant le pétrole, les deux mamelles de l'économie du Tchad sont l'agriculture et l'élevage. Et avec le dernier recensement, il s'est avéré que le Tchad a presque 40 millions de têtes de bétail. Vous êtes sans ignorer, M. Mouada Silek, qu'au Tchad aujourd'hui, le Tchad est deuxième producteur mondial en gomme arabique. Le Tchad aujourd'hui est un pays producteur de pétrole. De 2003 jusqu'au nos jours,
il était question que le Tchad doit gagner 2000 milliards ou plus de 2000 milliards de dollars. À rajouter avec le recette de l'État, le pays a engrangé beaucoup d'argent. Mais quand le MPS est venu, elle est où l'OFNAR? L'OFNAR Déby a donné à son grand frère Daoussa Déby à 1 franc symbolique. Daoussa a transformé OFNAR en Esner. Et Esner s'est muté à autre chose. Aujourd'hui, Esner a presque, je peux dire, un groupe, le groupe Esner, Société Nouvelle, de Daoussa Déby. Je pense que vous pouvez chercher par la suite la dénomination exacte de la société de Daoussa, qui, son propre frère Idriss Déby, l'a exonéré de tout ce qui est douane. Et Daoussa a fait la même mise sur tout ce qui est construction de routes au Tchad. Et vous êtes sans ignorer que à presque 40 ou 50% du budget de l'État tchadien partent dans les infrastructures. Revenons sur l'économie. Nous avons des opérateurs économiques d'antan connus. Aujourd'hui, ils ont laissé la place à des opérateurs jeunes, opérateurs du clan. Parce que, d'abord, il faut le signaler, ils ont parlé de construire une usine de ciment et d'offrir aux Tchadiens un ciment pour construire. Mais au jour d'aujourd'hui, le ciment qui est vendu au Tchad, produit au Tchad, fabriqué au Tchad, est vendu beaucoup plus cher que ceux qui viennent du Nigeria. Nous avons vu, si vous permettez, M. Wadasilek, la Sonacite a été tuée par le fait que Daoussa Déby importe de sucre du Soudan. Nous avons vu l'essence du Tchad est transférée et vendue en République centrafricaine. Bon, pour vous dire, le Tchad, il ne faut pas aussi oublier la fabrication des passeports, la fabrication des permis de conduire, la fabrication des cartes d'identité. Malheureusement, nous avons vu un Tchadien avec un passeport au Maroc tentant à faire d'horribles choses au Maroc. Nous avons beaucoup ici, aux États-Unis, des personnes qui n'ont rien d'affinité avec le Tchad. Ils possèdent des passeports diplomatiques, des passeports de service, si vous permettez. Non, parce que le temps nous manque, sinon on va aller beaucoup plus en profondeur dans les détails, mais moi, je voudrais recentrer la chose sur la mauvaise gouvernance simplement. Des gens volent, on les arrête pendant un temps parce que la chose est tellement crue, et tout d'un coup, on vous laisse vous, et le fruit de votre vol, tranquillement, et après, comme vous le dites, on vous ramène dans la responsabilité. Moi, je veux dire, dans une république, M. Abakar Assilek, qui se respecte, est-ce qu'un voleur, quand on l'attrape, il y a une sanction pénale? Comment on peut lâcher comme au Tchad? On peut, à un moment, on attrape la personne pour la forme, normalement, le bien qu'il a volé est reversé à l'État. Et la personne est laissée libre avec ce qu'il a volé. Et on attend un moment et on le ramène en plein service pour qu'il revole encore et ainsi de suite. Est-ce que c'est normal? Monsieur Wadasilek, si vous permettez, hein, comme vous le dites, hein, un État qui se respecte. Mais d'abord, on est dans quel État? Dans ce pays où les trois pouvoirs sont entre les mains d'Idriss Déby. Déby, il arrête le pouvoir judiciaire, exécutif et législatif. Idriss Déby, il arrête celui qui veut, il lâche celui qui veut. C'est-à-dire que le but n'est pas de sanctionner les récalcitrants, le but n'est pas de sanctionner pour une bonne gouvernance, mais c'est simplement de la poudre aux yeux pour faire croire, parce que nous avons, moi je reviens sur l'opération Cobra qui a coûté des milliards à l'État tchadien, mais tous ceux qu'ils ont amenés devant, c'est-à-dire que le ministère de la moralisation est passé, ils ont pris d'autres personnes. Cobra, c'était qui? C'était Abdullah Sabre Fodoul. Donc, pour vous dire, le but, ce n'est pas d'assainir au niveau administratif quand les gens volent, mais le but, c'est de montrer
Combien de fois Idriss Déby a dit vous êtes des voleurs, je vais vous protéger, je ne vais jamais vous protéger. Il était à la douane, il a dit oui, à partir d'aujourd'hui, je sais, vous avez des maisons, je vais faire. Mais après, il n'y aura rien. Parce que si vous dites les gens reviennent, pourquoi ils reviennent? Mais c'est normal. Ils se font bonne conscience. Et ils veulent. Ils ont besoin de ramener ces gens-là pour avoir bonne conscience. Et demain, on ne va pas les accuser seuls. Il faut qu'il y ait des gens qui veulent aussi. Donc, pour vous dire, c'est des gens qui n'aiment pas ce pays. C'est des gens qui ont fait des milliards, des jeunes garçons qui ont 18 ans qui fêtent 4, 5, 6 milliards, alors que des hôpitaux n'ont même pas de désinfectants. Je vais vous dire. Voilà, moi je pense qu'au fond, Idriss Déby, ceux qui sont avec lui dans son système n'aiment pas le Tchad, M. Mohamed Sile. Oui, voilà, moi je vais compléter une chose qui est une question par rapport à ça très rapidement. C'est-à-dire, je vais poser la question à Idriss Déby et au Premier ministre et au Président de l'Assemblée, parce que c'est les trois qui détiennent les choses. Pourquoi Idriss Déby a-t-il limogé le directeur général de la douane? Est-ce que Idriss Déby, est-ce que ces trois personnes peuvent répondre à cette question? Le directeur général de douane, son petit frère, Salaï. Salaï Déby, ok. Salaï, pourquoi a-t-il été limogé? Et où se trouve aujourd'hui Salaï? Ça nous amène à comprendre qu'au Tchad, c'est l'impunité totale. C'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Nous avons eu... Pour mémoire, Salaï a été limogé quand on a trouvé combien? 136 milliards. 136 milliards de francs CFA. Oui. En liquidité. En liquidité dans son bureau. Aujourd'hui, dans ce village. Et cet argent-là, il est où? Voilà, c'est ça la question. On ne nous a pas dit ce qu'on a fait de cet argent. Est-ce que cela a été reversé dans les caisses de l'État ou non, on ne nous a pas dit. Si on a retrouvé 136 milliards dans la caisse de l'État, pourquoi est-ce que Idriss Salaï se trouve aujourd'hui en toute liberté au Moyen-Orient, en Afrique, entre l'Égypte et le Moyen-Orient? Dit-on qu'il est revenu au Tchad. Hein. Voilà, il fait ce mouvement très librement, alors que les membres de la société civile qui étaient arrêtés nous ont dit qu'ils ont trouvé des gens qui sont en prison depuis 6 mois pour des questions de loyer, pour des questions de téléphone, en prison depuis 3 ans pour des questions de loyer, pour des questions, alors que Salaï est en toute liberté. Ça veut dire que Idriss Déby cautionne la liberté et autres. L'exemple est simple. Si Idriss Déby condamne, pourquoi a-t-il limogé son frère? Cautionne la liberté. Il cautionne le vol, le détournement et l'impunité totale. Parce qu'au Tchad, quand tu voles de grosses sommes, tu es libre. Ok, je voudrais faire un peu de parallèle entre tout ce qu'on dit aujourd'hui, si on entend tout le monde parler, entre vous qui êtes hyper actifs, les réseaux sociaux, l'opposition, c'est le diable en personne, Idriss Déby. Qu'est-ce qui fait sa longévité? Tout le monde est contre lui, pourquoi tout le monde n'arrive pas à le faire partir? C'est la bonne question, Maman Tassilek. Je pense que pour vous donner une réponse, c'est mentir. Parce que si on a la solution, si on a la réponse, ça veut dire que demain, on peut le faire partir. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, il y a des contingences qui rentrent et qui donnent une longévité à Déby. D'abord, vous le savez beaucoup plus aussi, peut-être que nous, que pour défaire et faire un pouvoir au Tchad, il faut l'accord de la France. Et cette France aujourd'hui, dans sa lutte contre le terrorisme, dans son implantation de la base de Barkhane au Tchad, ont besoin d'Idriss Déby. Donc pour vous dire, ce n'est pas le fait que les gens sont cancres et que lui, il est intelligent. Mais il y a aussi un autre élément qu'il faut mettre en facteur. Il y a la division. C'est-à-dire que nous avons vu au niveau intérieur, nous avons pensé que la cacophonie, la division, c'est justement à l'extérieur. Mais tout dernièrement, nous avons compris, même les positions intérieures est divisée. Et ce qui fait que Déby reprend la main, Déby a la force. Et même ici, les gens argumentent pour vous dire, mais qui? Vous êtes divisé. Déby, au moins, c'est le diable qu'on connaît. Donc, pour vous dire, si jamais... Qu'est-ce qui fait la division? Ce qui fait la division, moi je pense qu'il ne faut pas s'hasarder à répondre à la place des autres. Mais ce qui est visible et perceptible, c'est que d'abord, quand on cherche à indexer, à donner des leçons de morale, ça doit commencer d'abord par soi-même. Parce que beaucoup de ces chefs de partis politiques, ils sont à la tête de leur parti depuis presque 25 ans.
c'est presque l'âge des débits. Et nous savons qu'au Tchad, nous n'avons pas la culture du militantisme. Il demande l'alternance à Les militants, alors qu'il exactement. Et les militants, si on a causé avec certains, les militants ne s'acquittent pas de leurs devoirs, c'est-à-dire de payer des cotisations, de financer des trucs. Et comment voulez-vous que Déby, qui est le chef de son parti, président de la République, va subventionner des partis que lui-même il reconnaît que les 120, dans le 150, les 120 sont avec moi. Nous savons beaucoup plus sur les 2 tiers des partis politiques sont avec c'est des partis satellites, c'est des partis qui sont avec Déby. Mais je reviens sur la question de cohérence et de logique. Ça ne peut pas se faire que les partis politiques sont subventionnés, c'est même gouvernement qui Idriss les subventionne et qui les laisse venir prendre sa place. Donc, il y a cette question-là qu'il faut la poser. Mais moi, ma question est beaucoup plus tranchante. Oui. Parce que, de façon arithmétique, on voit autant d'opposition aujourd'hui. Vous savez, on le voit même en Europe. Je me lève le matin, je me nomme président de quelque chose, coordonnateur de quelque chose. Demain, etc. Est-ce qu'il n'est pas lieu de s'unir pour faire face, puisque si on entend tout le monde, les objectifs sont les mêmes. Oui, il faut qu'ils partent. Mais qu'est-ce qui fait que cette opposition ne s'unit pas? Le problème qui fait que cette opposition ne s'unit pas déjà au Tchad, c'est le problème du Tchadien, c'est un problème d'ego. Un problème d'ego personnel, parce que les Tchadiens, chacun veut être chef. Très bien. Et comme chacun veut être chef, ça fait que les autres, quand ils ne sont pas satisfaits et qu'il y a un chef qu'ils ont décidé d'avoir même par consensus, après, ils rentrent tout réfléchi, ils disent Yahay, et ils vont commencer par se faire la guéguerre. Trouver une raison pour se combattre. Prenez un exemple. Aujourd'hui, pourquoi Déby a gagné? Déby a gagné ce match. Parce que l'opposition avait signé, après les résultats, l'opposition avait signé un communiqué. 12 opposants face à Déby. Ils étaient 13 cette année. 12 contre Idriss Déby. 13. Donc, l'opposition a signé un accord qu'ils vont aller ensemble. Ils étaient 12 à signer le document. Quelques jours après, sur les 12, 6 ont fait leur allégeance à Idriss Déby. Donc déjà, cette opposition qui devrait aller de manière forte face à Idriss Déby, s'ils étaient restés tous les 12 et continuer ce combat, ils allaient faire trembler Déby. Mais déjà que vous êtes partis au nombre de 12 et que 6 ont accepté déjà ce résultat d'Idriss Déby, aux yeux de l'opinion internationale, ça ne donne pas de poids à la revendication de l'opposition elle-même. Et cette opposition, les 6 qui sont restés, qui ont formé ce qu'on appelle G6, on sait ce qui est en train de se passer depuis quelques jours, parce que Saleh Kebzabo a été primé cette année à cette élection parce qu'il avait une structure qui était derrière lui, qu'on appelle Force. On voit aujourd'hui le communiqué que le président de Force nous a envoyé, alors que Force était celui-là qui était avec la société civile, Barre de RPR, il était avec la société civile. Donc c'est pour dire que les Tchadiens ne se battent pas vraiment par conviction. Ils ne se battent pas par conviction, mais ils se battent par calcul, par intérêt et autres. Moi, si je peux ajouter, si vous permettez, M. Madasilek, moi je dirais que d'abord, la personne qui a le pouvoir, il est trop cynique. Cynique pourquoi? Parce que, si vous voulez, il y a aussi le problème de conviction. Il y a aussi le problème de principe. Mais tellement que Déby est dans le rôle d'un acteur avec l'échiquier, c'est-à-dire que prenez l'image seulement des cantons aujourd'hui au Tchad. Les cantons, je peux dire qu'aujourd'hui, ils se sont multipliés par 100 depuis que Idriss Déby a pris le pouvoir. Et c'est cette méthode, c'est cette façon de diviser pour mieux régner. Qu'est-ce que fait Idriss Déby? C'est-à-dire il l'applique dans la chose publique et il l'applique dans la chose politique. Il l'applique aussi dans la chose sociale. Je m'explique. Quand vous prenez la société civile, la configuration de la société civile tchadienne n'est pas la configuration d'une société civile burkinabé ou sénégalaise. Pourquoi?
Parce qu'au Tchad, le régime de Déby, qui est normalement un parti qui a le pouvoir, doit laisser l'opposition jouer leur rôle d'équilibre, de critiquer, mais eux, ils essaient d'ajuster, de les prendre comme des adversaires, mais ne pas les considérer comme des ennemis. Qu'est-ce qu'ils font? Vous créez des ONG, le MPS crée des ONG, le MPS crée des syndicats, le MPS crée des associations. Aujourd'hui, les associations MPS sont beaucoup plus importantes que le reste des associations. Si on vous suit dans votre logique, on est d'accord. Ils ont les moyens de leur combat. Mais ce que je voudrais dire tout à l'heure et que je vais encore appuyer là-dessus, ceux aujourd'hui qui se réclament de l'opposition, vous, M. Abakar, vous, M. Ibangolo, il y en a d'autres encore, qu'est-ce qui fait que on ne peut pas s'unir? Dans cette stratégie de déstabiliser, bon, vous allez me dire que c'est des bonnes guerres, nous avons vu beaucoup de partis politiques satellites, des associations satellites, des syndicats satellites. Ça veut dire que c'est une façon de saper, c'est une façon de mettre les bâtons dans les roues de l'autre camp. Mais ne pas chercher à aider pour qu'il y ait, on sent qu'il y a une opposition qui joue son rôle et celui qui a le pouvoir, il accepte ce jeu-là. Non, eux, ils le prennent comme des ennemis. Nous avons vu l'exemple des gens qui étaient à l'Est. Il a parlé des problèmes de conviction et de principes. Et d'ego. Et d'ego. Les gens qui étaient à l'Est, nous avons vu, ils ont, en 2006, en 2008, ils ont mis à mal le pouvoir d'Idriss Déby. Quand ils étaient tous unis. Unis, moi je ne dirais pas, parce que c'est d'abord... Quand je dis unis, j'articule, unis au sein d'une force. L'UFDD qui s'est fragmenté en 10 ou en 5, il n'y avait pas UFCD, il n'y avait pas UFDD fondamental, c'était une seule entité. Oui. C'est là où j'ai dit... C'est-à-dire que moi je dirais que c'est des alliances à contre-nature. Vous le savez très bien que c'est le donnant qui appuie sur le bouton pour se mettre derrière tel ou tel. Et beaucoup de ces gens, certains sont venus en mission. Ce n'est pas des gens qui sont partis, c'est parce qu'il y avait une injustice sociale. Mais parfois, c'est parce que, par exemple, des gens qui ont volé, des deniers publics, parfois c'est des gens qui ont tenté des coups d'État qui n'ont pas réussi, ils sont obligés de partir, de vouloir encore reprendre les choses. Donc pour vous dire, ils se sont retrouvés tous dans un même endroit. Il y a ceux qui sont dehors, ils luttent pour leurs principes, pour leurs convictions, pour arriver à changer le cadre tribal. Malheureusement, quand ils sont partis à l'Est, ils sont partis dans une configuration tribale, vous avez tous vu. Et ils vont vous dire, oui, mais tout le temps, on a besoin de commencer avec le sien. Oui, mais là, quand on parle déjà et que la fondation est mal posée, on ne peut pas y arriver. Donc, simplement, ce qui m'amène à vous dire que Déby utilise des gens pour déstabiliser l'autre côté. Ici, aujourd'hui, en Europe, que ce soit dans la diaspora du monde, ceux qui luttent contre Idriss Déby, déjà, vous voyez ce qui s'est passé en Libye. C'est fort dommage, il y a eu des morts d'hommes. Mais je peux aussi mettre un autre élément dans cette histoire. Après un quart de siècle, il y a une génération qui vient à l'apogée. Et il y a une autre qui est en train d'arriver. Est-ce que, moi c'est ça aussi, est-ce qu'il n'y a pas un conflit de génération quelque part et qu'il ne laisse pas les anciens qui normalement devront passer la main, ils gardent, parce que je me rappelle un chef de parti qui était de passage ici, la salle lui a posé la question, mais comment ça se fait que vous demandez à Déby, après 25 ans au pouvoir, mais même vous, vous êtes à la tête de votre parti. Et la personne gardant dit, oui, mais parce que je n'ai pas la confiance à ceux qui viennent après, je ne peux pas leur remettre ça. Donc, pour vous dire, il y a un problème de culture. Yorongar a bien dit qu'il est prêt à laisser la main. Non, c'est ce qu'il a changé. Et c'est la même personne. L'année dernière, il avait dit qu'il ne pouvait pas laisser la main. Et cette année, je pense qu'il a avancé dans ce sens-là. Donc, pour vous dire, il a cité le problème d'ego. Il y a un problème que le régime n'a pas de limite. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'exemple des cantons que vous avez payé, que c'est banal, c'est pas banal. C'est-à-dire, les enfants de Selom, ils sont divisés, leur canton est divisé par 4. Et là, c'est pour diviser. Et là, aujourd'hui... Oui. Ma question est très simple. Ce que vous dites aujourd'hui, vous reprochez à Déby en me donnant cette réponse-là qui fait la division de l'opposition, c'est que Déby a les moyens de sa lutte. Pour qu'il soit là,
il est obligé d'utiliser tous les moyens. De réciter Machiavel. Diviser pour mieux régner. Maintenant, ce que je pose comme question est simple. Vous, M. Abakar, vous, M. Ibangolo, aujourd'hui, vous êtes ensemble, vous marchez ensemble, vous êtes actifs ensemble. À côté de vous, il y a d'autres aussi qui sont là, qui, dès que M. Abakar, M. Ibangolo sont par là, au lieu de venir dire, ok, allez, vous marchez aujourd'hui, on va marcher ensemble. Non, ils sont juste à côté parce qu'ils ne sont pas d'accord. Au nom de quoi, je ne sais pas pourtant. Quand vous leur posez la question, eux aussi, ils sont contre Idriss Déby. Ils ont les mêmes motivations que vous. Donc, moi, je dis, est-ce que ce n'est pas aussi la faute de l'opposition? Oui, justement. Il y a eu le Darfour, vous l'avez cité. Et les gens sont allés en cacahuète. Dieu seul sait, s'ils étaient unis, le pouvoir Déby allait vaciller. Il y a eu le CNCD. Vous savez comment c'est terminé. Aujourd'hui, il y a les patriotes de diaspora. Même au sein du patriote diaspora, il y a des courants qui font que ça tiraille. Les opposants de l'intérieur doivent aujourd'hui, avec la société civile, ils ont l'opportunité qu'ils n'auront peut-être pas de marcher tous ensemble. Il n'y a que N'Djamena un peu abaissé, alors qu'il suffit que le Sud se réveille avec l'Aoukin et les autres, et ça va faire vraiment une grande vague. Mais tout le monde, chacun, quand c'est l'autre, est-ce que ce n'est pas ça réellement qui donne aujourd'hui le pouvoir à Déby? Oui, Mamad, comme nous l'avons dit, c'est un problème d'ego de personne. C'est purement un problème d'ego de personne. Parce que les gens, chacun veut se positionner. Et les gens ne mettent pas en avant l'intérêt général qui est le pays. Avant les élections, j'ai appelé 2 chefs de partis politiques avec qui j'ai discuté longuement, presque une heure avec chacun, en parlant avec eux. Mais j'ai été juste effaré, et c'est ce qui fait aujourd'hui peut-être ma colère contre ces hommes-là, en disant que même ils jouent le jeu du régime. C'est pas qu'ils sont, mais ils jouent le jeu du régime. Ils jouent le jeu du régime parce que l'un dit que non, parce qu'il ne veut pas venir, parce que l'autre ne veut pas faire de réunion ailleurs que chez lui. Et l'autre dit que non, l'autre ne veut pas venir chez lui à la maison. Je dis, mais si c'est un problème de maison, parce que l'un ne peut pas, mais allez vous trouver au café. Allez vous retrouver ailleurs. Mais ils disent que non, l'autre là, il veut se faire passer pour le chef. Et ils ont condamné tout un pays à cause de ce petit différend. Donc aujourd'hui, c'est exactement comme au sein de la diaspora en France, où que ce soit. Ibangolo peut avoir une très bonne idée, qu'il peut avancer. Au lieu de voir l'idée et de venir l'enrichir, ils vont dire, parce que l'idée est venue d'Ibangolo, ils ne vont pas venir. C'est comme la manifestation que nous avons faite aujourd'hui. C'est pour le Tchad, c'est pour soutenir le peuple au Tchad. Il y a combien d'opposants ici en France, il y a combien de personnes qui n'ont pas voulu faire le déplacement, parce que devant, c'est Abakar Assilek, c'est Mamad Assilek, c'est Abdelkerim, c'est Ibangolo, donc ça, ils ne viennent pas. Et demain, qu'est-ce qui va se passer? Nous aussi, quand ils vont organiser un truc, on va se dire, bon, nous aussi, on ne vient pas. Donc, c'est des petits intérêts, c'est des petits guerres, des enfantillages. Tant que le peuple n'arrivera pas à se mettre d'accord, à se dire que, bon, on va, et qu'on soutient la personne. Après, c'est aussi le problème du fait qu'au Tchad, il n'y a pas cet esprit de passer le flambeau quand on rate. Donc, on a peur que, bon, si aujourd'hui on nomme Mamad Assilek à la tête, on a peur que Mamad Assilek ne bouge pas. Il va vouloir se légitimer longtemps. Donc, on se dit, non, je préfère être à la place, et c'est des petites guerres. Et le peuple est en train de souffrir. Je voudrais aussi revenir à une avant-dernière question sur le problème des salaires. Il n'y a pas d'argent au Tchad, ça tout le monde le sait. Le régime lui-même, il le dit, hein, sauf que quand ça sort de vos bouches, ça on ne l'accepte pas. Mais à côté, dernièrement, ça je le donne pour info, juste là, il y a 5 jours, un des fils de Déby est venu se marier avec une des filles de Togoy, mais casqué en banlieue parisienne, avec hélicoptère, tout ce que vous voulez, les limousines et tout ça. Donc ça veut dire que ça brasse de l'argent. Je fais le parallèle avec ce qu'on regarde dans les vidéos où
Des 500 euros. Voilà, des billets. On ne jette pas l'argent du franc CFA, mais c'est des dollars, ou encore c'est de l'euro. Est-ce que vous avez un avis, vous qui êtes souvent dans les réseaux sociaux, sur ce phénomène-là, alors qu'on dit que le Tchad n'a pas d'argent? À côté, vous avez des gens qui balancent des dollars, hein, etc. Et les fonctionnaires ne sont pas payés. Vous savez, moi je pense que cet argument de dire qu'il y a le baisse des prix du pétrole, qu'est-ce que le Tchad gagne même dans ce pétrole-là? Pas grand-chose. Et partant même de notre élevage, de notre agriculture, partant de la gomme arabique, les recettes même douanières, je pense que je parle sous le contrôle des connaisseurs, peut suffire pour payer les fonctionnaires. C'est une bonne gestion. Ça peut faire payer le fonctionnaire tchadien. L'investissement, M. Amadassile, qui est sélectif. Quand on prend par exemple, ils vont nous taxer pour dire oui, tel coin sur le Tchad, mais dans un pays comme le Tchad, on doit investir et quand il y a un retour de l'investissement. Parce que, par exemple aujourd'hui, dans la zone d'Amdiaras, qui est la ville d'Idriss Déby, il y a eu une forte concentration des biens, un hôtel presque de 5 étoiles, un abattoir de presque 27 milliards qui est en train de se construire là-bas. 2 mosquées de 3000 places, alors que... Qui est plus grand que celui d'Indiamena en capacité. Donc la population locale ne dépasse pas... pas... pour vous dire, c'est-à-dire, d'abord il faut voir la densité de la population dans cette ville d'Amdiaras. Alors qu'il y a un aéroport international dans cette ville qui peut servir. Pourquoi cet aéroport n'est pas au Nyanga Kibir? Pourquoi cet aéroport n'est pas à Sar pour le parc? Il y a d'abord le zoo à Sar, le parc de Manda, mais aussi dans la région d'Amtiman, d'abord pour désenclaver le Grenier du Tchad et aussi pour le parc de Zakouma. Une ville touristique comme Zakouma, la ville d'Amtiman, n'a même pas un hôtel en bonne et due forme. Donc pour vous dire, cet argent qu'on dit il n'y en a pas, il y a d'argent. Eux, ils ont gardé cet argent. Mais, ils ont thésaurisé l'argent. Exactement, mais comment le faire sortir? Parce que d'abord, ils ont appliqué depuis longtemps la politique du chien, c'est-à-dire que donne-lui à la fin, ton chien va te suivre. Mais aujourd'hui, si nous voyons, les Tchadiens doivent se réveiller. Parce que dire que les gens n'ont pas d'argent, je ne crois pas. On prend seulement l'exemple de 136 milliards. Il a flanqué où? Et autant d'argent qu'on entend vers l'Afrique du Sud, autant d'argent qu'on entend à Dubaï, autant d'argent qui sont fêtés par des jeunes qui ont 17 ans, 18 ans. Mais il suffit seulement de ramasser cet argent. C'est le bien public. Des jeunes qui font des villas à 500 millions, 600 millions, et l'exemple que vous venez de donner, ça veut dire qu'il n'y a pas de rigueur. C'est-à-dire que la mauvaise gouvernance est en train de détruire ces pays. Et l'exemple simple... Moi, juste pour un mot par rapport à ça, Mamad Assilek, monsieur Mamad Assilek, s'il n'y a pas d'argent, un pays qui n'a pas d'argent ne célèbre pas l'investiture de son chef d'État à 14 milliards. Même la guerre à l'extérieur. Un pays qui n'a pas d'argent et qui connaît de retard de paiement ne peut pas célébrer l'investiture de son chef d'État qui dure qu'une journée, quelques heures, à 14 milliards. C'est faux. Ça veut dire qu'il y a de l'argent. Nous arrivons pratiquement à la fin de cet échange qui est autant riche et Dieu seul sait le problème du Tchad. Si on veut continuer à l'évoquer, on y restera toute la nuit. Jusqu'à quand vous allez continuer toujours à militer de la sorte? Et si oui, quel est votre message, surtout à la jeunesse, celle qui vous lit à travers les réseaux sociaux, celle qui vous suit à travers vos écrits, et celle qui vous est aussi redevable à travers tous les services, parce que ça, il faut le relever aussi, pour lesquels vous avez été toujours présent quand des réfugiés arrivent, il faut vous les conseiller, vous les orienter, etc. etc. Jusqu'à quand vous allez continuer toujours ça? Très bien, M. Adassilek. Moi, je pense que la loyauté, l'intégrité, et je pense que
pousse les hommes intègres d'aller jusqu'au bout de leurs principes et devoirs. Aujourd'hui, on ne peut pas, moi personnellement, dire que si Déby demain il meurt, je rentre au Tchad. Non, ce n'est pas contre Déby que nous luttons. Nous luttons contre Déby et son système. Parce qu'au Tchad, nous avons vu des hommes des droits de l'homme comme Beidi se faire tuer dans la rue. Nous avons vu des petites filles sans protection, on les viole, qui partent à l'école, elles sont violées. Comme Zohura. On a vu des petits commerçants au marché central vendre des cartes de crédit par un accident. Sont partis au niveau du commissariat central demander de l'aide. On vient le faire sortir, les tuer dans le commissariat. Pour vous dire que tant qu'il y a cette injustice, tant qu'il y a ce népotisme, que des gens qui méritent ne sont pas à leur place et que des médiocres, des incompétents et qui sont à la tête de ces pays, mais pour ceux qui croient, même la religion ne permet pas. Celui qui a la bonne foi ne peut pas accepter qu'un voisin qui prend son salaire de 400 000, de 300 000, fait un villa de 500 millions, il monte un véhicule de 70 millions, il a presque 4 ou 6 femmes, son voisin ne mange pas, M. Madassilik. Et pour ça, de loin, on est sidéré par ça. Comment accepter des choses comme ça et dire que nous avons arrêté la lutte parce que demain, les gens vont négocier des postes, les gens vont négocier des milliards, mais les hommes là, ils valent plus que des milliards. Très bien. Je retiens pour nous retenons que le combat n'est pas contre la personne de Déby, mais contre un système dirigé par lui. Et tant qu'il y a de l'injustice, la lutte continue. Exact. Oui. Puis vous, M. Ibangolo? Alors, nul n'est éternel. Et même le plus fort a ses moments de faiblesse. Nous sommes des hommes. Nous allons un jour nous arrêter pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons pourront nous arrêter. Ça peut être de famille, ça peut être des circonstances de la vie. On peut commettre un jour des infractions, des bêtises sans le vouloir et autres. Mais aujourd'hui, la fierté que nous avons et que nous savons déjà, nous disons que le combat va continuer. À travers la relève, elle est déjà là. Parce que chaque jour, nous lisons la jeunesse tchadienne. La jeunesse que nous avons découvert en 2002, personnellement, c'est le moment où j'ai découvert la jeunesse tchadienne sur les sites. Le premier site tchadien, il y a le Tchad. Elle n'est plus la même jeunesse aujourd'hui, qui s'exprime aujourd'hui sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram et autres, parce que le langage a changé. Seulement en 2009, quand les gens s'attaquaient, quand tu disais un truc, les gens s'attaquaient tous, tu es nordiste, tu es sudiste, tu es Sara, tu es Goran, tu es Anakaza, tout ça. Aujourd'hui, ce langage, dès qu'on le dit, les gens disent non, arrête, on est tous unis. Donc ce langage a totalement changé. Et il y a une relève. Nous avons, de notre côté, sachant qu'on va se préparer un jour à partir, on a mis en place des réseaux pour former des jeunes, pour que les jeunes puissent prendre cette relève. Et là, nous savons que ça va se faire. Et un jour, nous allons laisser la place, petit à petit, à cette jeunesse qui va continuer le combat. Mais en attendant que ça puisse se faire, et ça c'est un facteur très important, nous avons des réalités qui peuvent nous rattraper dans ce pays et dans d'autres pays. Parce que nous sommes en train de fonder nos familles. À un moment donné, il faut se consacrer également à ses familles et à plein d'autres choses. Moi, j'en ai payé les frais, Abakar en a payé, toi aussi tu en as payé, tout le monde a payé. Donc nous, aujourd'hui, le combat n'est pas fini. Le vrai combat ne fait que commencer. Et nous avons besoin de l'aide de chacun. Nous avons besoin du soutien de chacun. Parce que nous ne voulions pas être ces personnes. Nous n'avons jamais fait quelque chose pour demander ne serait-ce que de l'argent à qui que ce soit. Parce que nous nous disons que nous faisons c'est par conviction. Et si nous demandons de l'argent aux gens, aidez-nous. Parce que dans notre combat, les gens diront, ils se battent pour de l'argent, ils se battent pour les moyens. Mais il faut juste que les gens sachent que derrière ces hommes qui se battent, il y a de la conviction, il y a du sacrifice. Et nous avons besoin que les gens nous accompagnent pour que le combat puisse continuer. Très bien. Une dernière chose? Oui, moi, si vous permettez, j'ai besoin de dire juste
deux, trois choses. Très rapidement. Nous analysons, nous comprendrons que si Déby est fort, c'est parce que nous sommes divisés et faibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'opposition politique à l'intérieur du pays, malgré ce qu'on dit sur elle, elle est en train de continuer avec les maigres ressources. L'œuvre humaine n'est pas parfaite. Qu'il essaye de faire mieux, de travailler avec la société civile, la vraie société civile, aux politico-militaires. Nous disons à ces différents leaders de se mettre ensemble pour dégager une personne. Parce que, comme nous l'avons dit par le passé, le fait que tous les chefs rebelles ou tous les chefs politico-militaires, chacun tient des cadres avec lui. Ces cadres, nous avons essayé de voir à un moment donné, ces cadres n'ont pas de problème entre eux. Ces cadres s'entendent sur toutes les lignes, mais seulement les leaders, leur antécédence ne leur permet pas de laisser ces cadres se brasser. Et par loyauté et conviction, ces cadres veulent rester avec leur leader. Et ça fait que chacun est morcelé dans son groupe. Ça n'aide pas à ce qu'on avance. Et ça aide à la division. Donc pour une fois qu'ils comprennent qu'ils ne sont pas là à aider, mais ils sont un obstacle pour l'unité. Voilà sur ce mot-là, M. Amadassilek. Je vous remercie de nous avoir donné la possibilité de nous exprimer. Et tout le plaisir. Merci, merci beaucoup. Merci à Iba pour cet échange combien de fois riche.